Allô. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce lundi 24 mars 2014. Je vous mets laisser OK au niveau du son et de l'image sur le chat écrit. Et on va commencer rapidement. Merde. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le retard, qui est tout à fait conséquent, hein. C'est plus un bilan qu'une session de trading en direct aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail en retard, donc il y a des choses qu'il faut qu'ils sortent. En plus, cette semaine, ça va être assez chargé, parce que j'ai des choses à faire vendredi et samedi. Bien sûr, il y a les salons, il faut que j'ai filmé, c'est l'analyse technique. Donc voilà, on va voir. Donc aujourd'hui, c'était plutôt une bonne journée, avec un profit de 0,7% qui a été réalisé. Les acheteurs qui reviennent légèrement sur le câble sur lequel je suis vendeur, j'avais vendu au moment de l'impulsion ici. Pour moi c'est négatif, donc on va voir comment je m'en sors. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. A priori, parce qu'il est déjà 17h15, donc je pense pas que je reprends de position derrière. C'était une journée très calme, un lundi conforme à ce qu'on a habituellement. J'attends votre confirmation s'il vous plaît sur le chat écrit, si vous pouvez me confirmer que c'est ok au niveau du son et de l'image. Alors ça va pas. Merde. Ouais. Non, là je suis en train de passer les stop loss, parce que là j'ai fait un expert advisor qui va placer automatiquement les stop loss sur chacun de mes trades à 200 points. Donc comme ça, ce sera plus facile. Enfin c'est une sécurité supplémentaire, on en a parlé sur le forum, qui coûte rien et en fait qui m'apporte un plus. Donc autant en profiter. Donc là si jamais tout bloque, enfin je sais pas, on peut tout imaginer, j'ai toujours des stop loss qui sont placés automatiquement donc à 200 points. Alors je vais mettre cet expert advisor sur chacun de mes graphiques. C'est juste pour limiter le risque en cas de situation complètement imprévue, mais je vois pas à quoi ça me servira jamais, je vais jamais à 200 points de perte, mais c'est un plus et ça paraît m'apporter le moins, donc voilà, très bien. Ok, très bien. Tout est placé et maintenant j'ai plus qu'à traîner. Donc vente du câble, donc de l'EOS face au dollar. Pour le moment pas particulièrement suivi et je garde à l'esprit qu'on est lundi et en plus il commence à se faire tard. Le lundi c'est des journées peu volatiles théoriquement. Alors sur le chat écrit on me disait ok merci le Joker, TradeMat qui me disait son image ok merci, et un qui disait oui ok mais pourquoi pas de live aujourd'hui. Alors je vais donner les réponses exactes à cette question. Attends 2 secondes. Donc les réponses exactes à cette question, c'est des choses prioritaires que j'avais à faire. Alors, les choses prioritaires que j'ai faites aujourd'hui. Alors vous avez vu que j'ai publié une vidéo, une interview de Benjamin Moget qui avait gagné la grande journée du trading d'IG. Donc ça, en fait, mine de rien, sortir une vidéo comme ça, en fait, elle était déjà uploadée, donc le contenu était. Mais il faut que j'ajoute les commentaires, la description, les mots-clés, etc. Donc ça, en fait, c'est vraiment long. Donc ça m'a pris quand même... J'étais devant mon PC ce matin depuis 10 h du matin.
Donc ça m'a pris, je pense, ça m'a bien pris 1h30. Après, bah, j'ai ajouté toutes les vidéos de ce week-end et de la fin de semaine dernière. Donc comme vous pouvez la voir dans la partie vidéo, donc vous avez les dernières analyses, les commentaires, les reportages, avis, etc. de divers que je peux trouver sur YouTube. Donc ça c'est long comme travail, c'est un travail quotidien mais c'est assez long. Alors il y avait une fille, une collégienne qui m'avait envoyé une demande d'interview pour un projet à l'école. J'avais répondu oui, mais du coup j'avais laissé traîner ça. Et demain c'était la date butoir, donc j'ai répondu à cette interview. Je la partagerai je pense sur le forum, j'ai demandé son autorisation mais je pense qu'elle va dire oui. Donc ça, pareil, ça m'a pris encore 1 heure et quelques. Et c'était des choses que j'étais obligé de faire. Enfin, à partir du moment où je m'engage à faire quelque chose, je le fais. Également, du côté de la vidéo que j'avais faite de mon bilan de trading, où je parle justement de mon activité de gestion de ce compte mutualisé, donc sur lequel je trade actuellement, MAM, un MAM, donc Multi Account Manager. Il y avait des choses au niveau de la compliance qu'il fallait que je précise parce que il fallait que ce soit bien clair. Donc en l'occurrence là quand vous allez regarder cette vidéo vous verrez qu'il y a des précisions, notamment il est précisé que, 2 secondes, voilà, le statut juridique de la licence parapluie me désigne comme un consultant auprès de JFD Broker sur des comptes gérés spécifiques. Mes signaux sont fournis à la signature d'un document par le client précisant les paramètres de risque encourus et JFD Brokers a le dernier mot sur la façon dont les fonds des clients seront gérés. Les clients restent à tout moment considérés comme des clients de JFD Brokers. Donc voilà, et ça on en a discuté avec Joseph comment c'est déjà son nom, Joseph Tirakis, qui est responsable de la compliance chez JFD, donc qui s'occupe de ça. Donc il fallait le traduire et déjà trouver la phrase exacte. Lui on pensait à modifier la vidéo, moi j'étais pas trop pour parce que voilà, une vidéo c'est une vidéo. Donc voilà, on discutait. Ça aussi ça prend du temps et j'ai répondu aussi à des mails. Donc voilà, en gros j'avais des obligations et j'ai privilégié ça au trading. J'ai tradé en même temps mais c'était calme forcément lundi. Donc j'avais un œil sur mes écrans mais je peux pas me permettre de faire le live en plus que tout ça, voilà, tout simplement. Ok. Un sujet qui disait Greg c'est con, ton ordre conditionnel n'a pas été touché. Ah, alors on est toujours assez haut sur le câble, hein, pas de gros mouvement, pas de décalage, donc toujours en position à la vente, perdant pour le moment sur le câble. N'hésitez pas à me rejoindre sur le chat audio Mumble pour faire le bilan de votre journée ou discuter vous aussi. Vous avez le lien en haut à droite au-dessus du cadre de diffusion de l'émission en bleu ciel. Alors les infos par rapport au risque et par rapport à ma déclinaison de responsabilité. Dans le cadre de cette émission qui s'appelle Trader Ensemble le live, l'idée est de partager nos points de vue, avis, actualité, enfin de discuter ensemble. Pour ça il y a 2 manières de le faire, soit par le chat écrit, soit par le chat audio dont je viens de parler. En aucun cas des conseils en investissement financier ne sont fournis dans le cadre de cette émission. Il faut une licence pour ça que je n'ai pas et c'est pas le but de cette émission. Moi je partage mes points de vue et mes prises de position à titre indicatif. Cela n'implique que moi. Si vous choisissez de me suivre, et bien cela incombe de votre responsabilité. Il s'agit d'un compte réel, donc mutualisé sur lequel je trade, donc pour le compte de tierces personnes, qui s'élève actuellement à 100 578 € de balance et 100 514 € d'équité. Donc vous pouvez suivre les résultats en temps réel, en tout cas c'est mis à jour toutes les 5 minutes, via MyFXBook, en cliquant sur le lien Mes résultats et MAM, au-dessus du cadre de diffusion de l'émission sur videobourse.fr. Voilà. Un sous-titre disait, chez Elmax, tu comptes y aller ou pas, disait ainsi soit-il. Tu parlais à moi ou à Greg? Elmax me semble être un très bon courtier, après moi actuellement, étant donné que j'ai obtenu une licence de gestion de compte tierces chez JFD Broker et que je suis très bien chez eux à de nombreux égards, eh bien je reste chez JFD, je ne cherche pas d'autres courtiers pour le moment. Mais Elmax propose également un bon modèle, effectivement. Alors, également, il y a d'autres conditions qui m'intéressent chez JFD, c'est l'aspect transparence, l'ambiance générale de travail et le modèle, le business model proposé par ce courtier et la qualité de trading, aussi bien au niveau des conditions d'exécution que des coûts de transaction, donc au niveau des commissions, du spread proposé sur les différentes paires majeures que je trade. Voilà. À toi Fab, faire une interview. Pourquoi pas, je peux leur proposer, mais là j'ai encore du contenu à sortir et après j'irai. Mais Elmax, ça peut être quelque chose de très intéressant effectivement. Donc pourquoi pas. Voilà. Alors ça c'était bon. Pas grand chose d'autre à signaler. 2 secondes, je vais juste fermer mes volets. Je vais regarder après quelles sont les nouvelles aujourd'hui. Même si je doute qu'il n'y a pas eu de grosses nouvelles ce jour, puisqu'il est... Les marchés ont été assez calmes et ils commencent à se faire tard, donc je pense pas
Alerte. Égypte, Washington profondément inquiet de la condamnation à mort de 529 pro-morts-cibles. Putain, c'est de la folie carrément. Glissement de terrain aux États-Unis, 8 morts. Ok. Voilà. Troupes, Algérie, Benfis dresse un tableau. Okay. Crimée, les forces russes attaquent un navire ukrainien sur le lac Dono. La Russie déclare 13 responsables canadiens persona non grata. Troupes russes à la frontière ukrainienne. Le Boeing... Attends 2 secondes, il y avait une pub qui m'intéressait là à propos de Currency. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, donc pas de gros mouvement, j'espère que je peux encore me trimballer 3 plombes cette position là sur le câble, on va voir, mais ça bouge très peu là les marchés. Donc, au niveau des alertes, bon, la France a emprunté un total de 10,79 milliards d'euros à moyen long terme. Devise, l'euro se maintient en légère baisse face au dollar. Pétrole, le brut monte à New York, accident aux portes du golfe du Mexique. Wall Street hésite à l'ouverture, prudente face à des indicateurs contrastés. Paris limite un peu la casse après Wall Street. Alors si je vais regarder du côté de boursorama.com pour voir quelles sont les dernières nouvelles du côté de la France, eh bien on a un CAC qui perd quand même 1,28%, donc du côté des marchés actions ça a quand même bien bougé. Si je jette un coup d'œil du côté des marchés US ici en journalier, effectivement on a une belle baisse. Et du côté de l'Europe, on a également une légère baisse aujourd'hui, mais significative. Ça c'était du côté de l'Eurostoxx 50. Le CAC, lui, ici en journalier, est clairement rouge. Donc une journée négative pour les marchés actions. Ça baisse un petit peu du côté du câble, je garde un œil dessus. Roumanie, le grand circuit touristique de la corruption à Bucarest. La Redoute devrait finalement échapper au dépôt de bilan. Corruption, démission d'un haut responsable chinois de JP Morgan. La croissance manufacturière a décéléré en mars aux États-Unis. Pour doper la croissance, la CE, c'est quoi déjà? Veut relancer la titrisation. Non, c'est pas le... La Banque de France dégage en 2013 un bénéfice net en baisse de 22,5%. Voilà, voilà. Tout ce qu'on pouvait lire à droite à gauche. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il se disait? Il faut faire une interview comme ta proposition. Oui, oui, ce sera fait. Mais ainsi soit-il. En tout cas, quand je fais du contenu, j'essaie vraiment de le partager de manière optimale, de bien le mettre en avant, de le partager un peu partout. Puisqu'il y a d'autres personnes qui enfin, c'est pas une critique que je fais, mais il y a on va dire... tu vois, je pourrais très bien faire du contenu, le balancer comme ça, sans réfléchir d'un seul coup, pas le partager. Et en fait, ça n'aurait pas tant de succès, ce qui est quand même mon but, d'avoir du monde qui consulte mes vidéos, mon travail, et qui connaissent mon site afin de générer l'attention et générer une certaine audience qui me procure des revenus, puisque le site vit de la publicité. Donc j'essaie de rendre chaque contenu, de le partager intelligemment, efficacement, donc d'augmenter mon réseau, etc. pour partager cette vidéo avec des personnes que ça pourrait intéresser de manière optimale. Donc du coup derrière tout ça, ça prend vraiment du temps, même si ça peut peut-être pas paraître à première vue. Donc du coup là j'ai encore du contenu que j'avais fait fin 2013 et début 2014 à partager. Une fois que j'ai tout fini, je vais bosser vers de nouveaux projets. Alors j'ai plusieurs idées en tête. Il y en a plus ou moins coûteux, parce qu'il y en a un, c'est une salle de marché à Dubaï, ce serait super intéressant, mais il va falloir que je fasse des bons revenus publicitaires pour pouvoir faire ça. Mais pourquoi pas, c'est pas quelque chose de complètement exclu. Après, retourner à Londres, bah, ça c'est déjà plus abordable, et effectivement il y a déjà tellement à faire à Londres que effectivement ça peut être intéressant. Donc allez voir les gars de LMAX et d'autres, enfin au niveau de la finance à Londres, c'est pas ce qui manque. Donc effectivement, ouais, ce serait une bonne idée, ainsi soit-il. Et de nouveaux projets, ça va arriver bientôt. Je finis de partager le contenu que j'ai réalisé avant de passer à d'autres projets. Ouais. Ceci qui dit salut Fab, ouais,
1,6. Putain, en plus je l'avais réajusté à 1307 pour être sûr d'être pris, mais je l'ai quand même loupé, lol Zesocic. J'ai repris short à 1311.7 pour rejoindre 1306. Dernière position aujourd'hui, je ferme dans une dizaine de minutes si ça bouge pas, Zesocic. Ouais, moi toujours roller sur le câble, une position perdante de 10,1 points et une position gagnante de 1,3 points à suivre. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, je vais aller écouter un peu ce qui se dit à droite à gauche. Ce qu'il y avait d'intéressant aujourd'hui, c'est diffusé également ce week-end. Bah, tout de suite, on a une analyse technique du CAC 40 qui nous est proposée par Sébastien du site ATK. Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40, faite en cours de séance le 24 mars 2014 à 17h03. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien en baisse de nouveau de 22 points par rapport à la clôture précédente. Vendredi, nous avions inscrit une séance très classique dans laquelle nous avions été rejoindre la moyenne mobile à 20 séances. Ici en rouge, cette moyenne mobile à 20 séances étant décroissante, eh bien elle s'est imposée comme résistance. Nous sommes actuellement coincés toujours entre une moyenne mobile à 7 séances ici en vert et la moyenne mobile à 20 séances. La séance de vendredi au niveau de sa moyenne mobile à 20 séances a bien marqué la fin de la hausse, mais également ce retracement de Fibonacci des 61,80% qui est une zone de résistance 1,20 clôture. En séance, elle a été dépassée, mais en tout cas, en clôture, eh bien, nous n'avons pas réussi à terminer au-dessus. Alors, nous sommes toujours sous l'effet d'un biseau ascendant qui a été cassé conformément aux statistiques dans 8 cas sur 10 par le bas. Je rappelle que l'objectif baissier de ce biseau est toujours valable, vers les 4100 points. Il est testé généralement dans 6 cas sur 10. Et puis également toujours à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews rose dans laquelle on fait des rotations entre la résistance et la médiane. On ne peut absolument pas exclure un retour vers la médiane de la fourchette d'Andrews ici. Alors maintenant, les indicateurs techniques invitent à la prudence, comme je le dis depuis plusieurs séances. Eh bien, le MACD est négatif sous son signal, le stochastique est au-dessus de son signal et le momentum est négatif. Seul le stochastique finalement fait bonne figure. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, eh bien, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez le contact avec les supports, notamment la moyenne mobile à 7 séances en vert qui se trouve aux alentours des 4275 points, et puis sinon vous pouvez attendre les autres retracements de Fibonacci, celui-ci 4241, la Bollinger inférieure 4220 et sinon le point bas ici du 14 mars, c'est-à-dire les 4182 points. Un petit peu plus bas, vous avez toujours la médiane de la fourchette d'Andrews, les 4160 points. Alors en tout état de cause, sachez que si vous achetez, eh bien vous exposez contre une tendance de fond baissière, donc surtout faites-le prudemment. Si vous êtes baissier maintenant sur l'indice, eh bien vous tradez avec la soit vous shortez maintenant, soit vous attendez des niveaux plus hauts pour shorter, donc par exemple la zone de résistance qui a tenu en échec les cours vendredi, c'est-à-dire cette zone comprise entre le retracement de Fibonacci à 4337 et la moyenne mobile à 20 séances qui, elle, se trouve à 4342 points. Sinon, vous attendez les retracements suivants, ici, 4373 points, et le haut de la fourchette d'Andrews rose, les 4390 points. Pour résumer cette analyse technique, rien de changé par rapport à vendredi. Nous sommes toujours dans le cadre d'une tendance de fond baissière avec des indicateurs techniques très défavorablement orientés, excepté le stochastique, mais c'est un peu juste. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je vous retrouve demain soir pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.
Ouais. Ok. Donc ça c'était le point réalisé par Sébastien du site ATCAC, alors que les acheteurs sont légèrement revenus sur le câble. 17h34, ah putain déjà. Hein. Eh bien, je vais être assez agressif sur les points hauts, sur le CAC, pour essayer de sortir assez rapidement. Parce que, sur le câble, hein, pas le CAC, parce que j'ai pas envie de rester bloqué 3000 ans, parce que, vous voyez là, on a distribué toute la journée cette même zone, il n'y a pas raison qu'on bouge particulièrement. Et la semaine dernière, ça a été ça toute la semaine. Toute la semaine, j'ai fini à des heures très avancées, et c'est pas ce que j'ai envie de faire cette semaine. Après, si je suis contraint, je le fais, puisque priorité à la gestion du risque, au respect de mon plan de trading et à essayer de générer une performance pour mon compte, mais si je peux éviter, tant mieux. Alors par contre, de toute façon, ce soir, j'aurai pas le choix. Hein. À 19h, je vais faire du foot, donc je couperai tout avant 19h. Combien même ce soit pas adéquat. À 18h30, je couperai tout. Ça on avait vu, ça on avait vu, ceci qui ça on avait vu. Phil qui laissait un lien, bonjour Phil, comment vas-tu? Jérôme Kerviel, la spéculation est repartie comme en 40, c'est ce qu'on pouvait écouter du côté de RTS. On va écouter ça, merci pour le partage Phil. Donc Jérôme Kerviel, a priori qui s'est exprimé, il a fini sa marche. Jérôme Kerviel ou... Jérôme Kerviel, bonsoir. Bonsoir. Merci de cet entretien. Merci à vous. Nous sommes à Parme, à mi-chemin entre Rome et Paris. Vous faites le chemin à pied. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Très serein. Très serein. Depuis que j'ai entamé cette marche, il n'y a que des bonnes choses qui se passent dans ma vie. Ça faisait bientôt plus de 6 ans que je ne vivais plus depuis que l'affaire a éclaté. Cette marche en plus me libère totalement des 6 dernières années. Je fais des rencontres fabuleuses, je vois des paysages magnifiques. En clair, je revis. Entre le Jérôme Kerviel qui est là, dans ce lieu un peu de hasard à Parme, vous êtes là, et celui d'il y a 10 ans, trader qui jonglait avec les milliards, beaucoup de différences. Ah bah ça n'a strictement plus rien à voir, il y a un 180 degrés qui s'est fait entre les deux personnes. De quel œil vous regardez le Jérôme Kerviel de l'époque? Dans une interview précédente, on m'a posé cette question, j'avais dit je conchis le personnage que j'étais à l'époque. C'est toujours le cas et j'ai envie de dire, s'il y a un terme plus fort qui existe, je l'utiliserai bien. Pourquoi tant de violence? Vous étiez, pour dire les choses brutalement, un petit con, vous étiez quoi? Parce que j'exerçais un métier qui était amoral. Moi, je me suis perdu dans ce métier-là. Je me suis écarté des valeurs que mes parents m'ont inculquées quand j'étais jeune. Voilà, c'est faire du fric pour le fric et aux dépens de la douleur de certaines personnes, de certaines sociétés. J'ai spéculé sur de nombreuses sociétés, sur certaines dettes, parce que c'est le système qui est comme ça et on se laisse embarquer dedans. Jérôme Kerviel, vous êtes un acteur et un témoin historique de ce vertige financier qui a vraiment failli jeter le monde dans le gouffre, hein, surtout en 2008. Et c'est pas fini? Et c'est pas fini, ça continue vraiment? Oui, ça continue vraiment. C'est le danger est le même d'après vous? Plus que jamais. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de produits dans le bilan des banques qui sont incontrôlables. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le bilan des banques, vous avez des produits qui se développent, qu'on appelle des dérivés climatiques. C'est des produits financiers qui sont montés sur la température qu'il fera dans 10 ans dans tel ou tel pays. Comment voulez-vous évaluer ce genre de produit? Expliquez-nous comment ça s'est passé pour vous, parce que ça a valeur d'histoire effectivement. Je crois qu'en 2005, hein, vous commencez à gagner beaucoup d'argent. Vous jouez sur le titre Allianz, c'est un bon exemple. Oui, typiquement, la première grosse position que je prends et le premier gros gain que je fais pour le compte de la banque, c'est lors des attentats de Londres. Quand la bombe a explosé, j'ai fait un demi-million d'euros sur le titre Allianz pour la banque. Qui baissait. Et donc j'avais préalablement vendu les titres Allianz et je les ai rachetés moins cher quand le marché s'est effondré. Donc là, c'est quoi? C'est le hasard, c'est la chance, c'est le pif? Moi, j'avais des indicateurs qui m'indiquaient que ce titre-là devait baisser. Mais bon, il y a toujours effectivement une part de chance. Il y a un peu de technique, mais il y a toujours une part de chance dans ce métier-là. À ce moment-là, vos chefs vous disent quoi? Alors moi, j'ai été pris d'un énorme vertige parce qu'en fait, déjà le premier réflexe, c'est de dire yes, j'ai fait de l'argent. Et il se trouve que je me rappelle très bien de cette scène. J'ai tourné la tête, il y avait une télé dans la salle des marchés, j'ai vu les corps qu'on retirait avec du sang partout, et j'étais pris d'un malaise, de nausée. Et je suis resté un peu collé à ne plus pouvoir passer des ordres, et le marché qui décalait. Et mon chef qui m'engueulait en me disant qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de sucrer les fraises, bouge-toi, le marché n'attend pas. Les morts à Londres, le titre Allianz qui baisse, et vous gagnez combien? La banque gagne combien? Sur cette opération-là, quasiment un demi-million d'euros. Enfin, plus d'un demi-million d'euros. Ouais.
Vos chefs vous encouragent, il y a ces mots, vous rapportez ces mots quand vous dites ma petite gagneuse, ouais, mais les rapports. ça a été crescendo. C'est-à-dire que ce jour-là, typiquement, mes chefs m'ont félicité. J'ai entendu magnifique spiel. Un spiel, c'est une opération spéculative. Mes chefs m'ont dit magnifique spiel de Jérôme. Tout le monde en a parlé. Dans la salle, ça s'est su. Et puis, bon an, mal an, on prend l'habitude aussi de jouer avec des sommes de plus en plus importantes. Alors, vous êtes monté jusqu'à combien de milliards 50 en 2008. Ça veut dire quoi, pardon, très exactement? Ça veut dire que dans une seule journée? Non, c'est pas sur une seule journée, c'est sur plusieurs jours qu'on monte une position. Ce qu'on appelle monter une position, c'est qu'on achète ou on vend des titres au fur et à mesure du temps que le temps passe, en espérant que le sens de la direction que le marché va prendre est celle qu'on a anticipée et que la banque va gagner de l'argent là-dessus. Est-ce que là, quand même, vous ne vous dites pas vous-même 50 milliards, il y a quelque chose qui ne marche pas? Est-ce que là, vous êtes conscient, de déraper vous-même? Sur le moment, non. Avec le recul, oui. Mais j'étais dans un truc qui était tellement... j'avais perdu pied avec la réalité, il faut le dire les choses comme elles le sont. Et très largement encouragé par mes chefs. Vous disiez tout à l'heure qu'on m'appelait la bonne gagneuse, la cash machine. Pour ne pas utiliser des termes plus vulgaires, parce que j'ai pu entendre. Mais voilà, donc vos chefs sont encouragés, vous faites gagner de l'argent, vous avez l'impression de faire votre job, et ce pourquoi vous êtes payé. La motivation à ce moment-là, c'est quoi? Il y a une part d'orgueil, forcément? Je ne sais pas si c'est de l'orgueil, je ne suis pas convaincu que ce soit de l'orgueil. En fait, si vous voulez, moi j'ai été éduqué dans une famille modeste, en Bretagne. Ma mère était coiffeuse. Avait un centre de coiffure, et m'a appris dès l'âge de mes 14 ans à travailler. Ce qu'était la valeur de l'argent et la valeur du travail. Dans ces années-là de folie, 2005-2008, le rendement que vous visiez, c'était quoi? J'avais pas de rendement particulier que je vise. Moi, la chose que j'observe, c'est que en 2005, quand je commence à être trader, on me donne un objectif de 3 millions d'euros. J'en réalise 5 millions la première année. Et chaque année, on vous dit, on prend votre résultat pour dire ce sera votre objectif. Ouais. Donc en 3 ans, j'ai des objectifs qui ont augmenté de 1700%. Ça, c'est l'engrenage. Ça, c'est l'engrenage. Bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, non seulement, vous prenez de plus en plus l'habitude de prendre des grosses positions, parce que vous courez après la performance, parce que vos chefs vous demandent de courir après la performance. Donc vous prenez l'habitude de prendre des plus grosses positions, vous courez après l'objectif que vous devez atteindre en fin d'année, parce que si vous n'atteignez pas votre objectif, on vous sac. C'est pas on vous sac d'un point de vue financier, mais juste vous prenez, le milieu de la salle des marchés, c'est un milieu très macho et deux très dur, c'est-à-dire que c'est très individualiste et que c'est la guerre entre les uns et les autres. Moi, j'ai assisté à des scènes où un voisin, deux collègues de la même société, de la même équipe, se faisaient de l'argent sur le dos de l'autre, qui était juste à 50 cm de lui. Donc il n'y a pas de notion de, on est une famille. Et on est là pour s'aider. Vous citiez la phrase célèbre, si tu veux un ami, achète-toi un chien. Hein. Ouais, c'est dans Wall Street, mais c'est ça. C'est ça. En vrai, ça ressemble vraiment à ça. Vous avez vu d'autres traders qui se sont trouvés dans des positions comparables, c'était des sommes moins importantes, mais notamment le trader de l'UBS à Londres. Vous avez senti une parenté à ce moment-là? Ou chaque cas est particulier? Le seul cas que je vois, c'est qu'à chaque fois, la hiérarchie de ces banques en fait, se défausse sur ses salariés en disant c'est un acte isolé, nous on était au courant de rien. Prenez le cas de Nick Leeson avec la Barings il y a plusieurs années, c'était la même chose. Comment imaginer que la Barings n'était pas au courant des opérations de son trader? Et tous les scandales financiers, vous pouvez regarder, à chaque fois, c'est un homme isolé. Comme ça, on préserve le système, ça ne remet jamais en question le système. Les banques suisses, elles ont été entraînées aussi dans un certain nombre d'affaires. Vous en parliez à l'époque, elles faisaient partie des banques très offensives? Moi, ça m'arrivait de traiter avec des banques suisses, de négocier des produits avec les banques suisses, à part d'image de, entre guillemets, paradis fiscal, ça s'arrêtait là. Ouais. Non, les banques suisses n'étaient pas plus agressives que d'autres banques par ailleurs. Les modèles, ni moins d'ailleurs. Les modèles, c'était qui à l'époque? Les modèles pour vous? Disons les modèles pour la banque plus exactement, les modèles qu'on vous donnait. Le trading. Ouais. Le modèle absolu, c'est Goldman Sachs. Ouais. Agressivité. Ouais, et puis c'est eux qui font le marché, c'est eux qui mettent le marché où ils veulent, pardon. C'est Goldman, c'est une entreprise qui tient le marché. C'est Goldman qui mène le monde aujourd'hui. Le nom Kerviel a fait le tour de la planète. Je voyais il y a certaines années, dans 2000, c'était un des noms les plus recherchés sur Internet. Ça vous est arrivé de vous demander pourquoi moi? Ouais, je suis en train d'avoir les réponses là aujourd'hui en fait, depuis ma marche.
Mais ouais, c'est parce que Pourquoi vous alors? Parce que j'ai pas, déjà, c'est quelque chose, une question qui est très personnelle. Hein. Mais j'ai pas, et puis surtout, j'ai pas fini cette réflexion. Mais ça fait 6 ans que je me pose la question de savoir mais pourquoi moi, et que j'ai jamais pris complètement le temps d'analyser tout ça, de mettre les choses en place. Et je pense que c'était pas le moment de faire cette introspection. Et la marche justement aussi me permet de prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça, et puis d'analyser quelles sont mes fautes morales aussi sur cette période-là. Parce qu'encore une fois, j'ai été condamné. Et mon combat aujourd'hui, c'est que je dis que j'ai peut-être commis une faute morale en participant à ce système, et je le reconnais. Par contre, une faute pénale, clairement pas. Avec notre confrère Arnaud Béda, qui signe François l'Argentin sur le pape François, vous êtes allé rencontrer le pape. Pour vous, ça a été une rupture? Ah, mais c'était un électrochoc total. Total. Ça a été salvateur, parce que pour moi, c'était probablement un des éléments qui m'a sauvé la vie. Vous savez ce que diront certains? Ils diront, le jeune Kerviel, il nous fait du show, il va voir le pape, etc. Alors que c'était un trader en 1. Qu'est-ce que vous leur dites? Si c'est du show, qui viennent marcher avec moi, ils vont voir si c'est du show. À certains moments, depuis 3 semaines, je risque ma vie sur certaines routes qui sont vraiment très dangereuses. Et je ne suis pas là pour faire du show, quoi. Et puis je leur dis que s'ils pensent que c'est du show, je m'en fous de ce qu'ils pensent, les gens. En fait, je suis à un stade où aujourd'hui, je m'en fous de ce que les gens pensent. Vous êtes un homme croyant? Ouais, je suis croyant. Ouais. Vous l'étiez déjà avant? J'ai été baptisé, j'ai été élevé dans une culture catholique, sans être pratiquant. Mais ouais, je suis croyant. Ouais. Ce que vous avez fait, quel mot vous mettez dessus? Vous dites c'est une faute, une erreur, c'est quoi? Pour moi, c'est la même chose, faute et erreur. Je ne vois pas bien la différence entre les deux. Je n'ai pas la connaissance suffisamment fine pour savoir s'il y a une différence et une nuance dedans. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je ne pousserais pas les portes d'une salle de marché, ça c'est sûr. Et je ne me perdrai pas dans ce milieu-là. Ça m'a pris ma vie. Enfin, ça m'a pris ma vie pendant 6 ans. Ça m'a pris la santé de ma mère, ça m'a pris la santé de nombreux proches. Voilà. Vous auriez la possibilité de vous présenter pour effectuer votre peine. C'est 3 ans de prison, c'est ça? 3 ans de prison, oui. Vous le ferez? Et moi, je ne suis pas en fuite. Je suis en train de me diriger vers la France. Si je finirai ma marche, quoi qu'il arrive, sauf si on m'en empêche, je serai... Vous pouvez être arrêté? Ils peuvent m'arrêter, je ne suis pas en fuite et je ne chercherai pas à fuir de toute façon. La tentation de la fuite, vous a jamais effleuré? Jamais. Jamais. Partir pour l'Amérique du Sud, partir... Pas une seule fois. Et puis c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Mon père m'a toujours appris, mes parents m'ont toujours appris à affronter l'adversité et à pas baisser les bras. Donc je suis debout et je fais face et je vais au combat. Merci Jean Kerviel. Merci. Très intéressant de trouver cette interview RTS. Bon, moi je lui ai proposé des interviews, j'ai jamais réussi à la voir. C'est sûr que c'est plus classe d'avoir la radio-télévision suisse. Ou même, je sais plus, il a été dans des grandes chaînes. Donc voilà. Alors, merci pour le partage, Phil. Toujours vendeur, putain, sur le câble, j'aimerais bien que ça corrige. Après, ça corrige pas, c'est la vie. J'ai rechargé, hein, j'ai dit assez agressif. Et ça peut jouer des tours, hein. Bon, après il n'y aura jamais une grosse perte, mais je prendrai mes dispositions. Mais voilà, assez agressif, ceci dit. Là j'ai un levier actuellement de 1,5. Donc à la vente sur le câble, donc la Euro 5 face au dollar. Alors ça on l'avait vu. On va faire un trader tonds et fils. Alors moi mon avis sur ça, c'est que c'est malvenu en fait pour faire... voilà, donc simplement si Kerviel se défend et dans l'optique de se défendre, d'expliquer son point de vue, etc. Donc je trouverais ça très bien si voilà, son parcours sera intéressant, etc. Si après l'idée c'est de se lancer dans un immense combat contre la finance, etc. Moi je trouverais ça un peu malvenu. Après, si c'est vraiment sa conviction personnelle, eh ben, il le fera, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est-à-dire d'avoir profité d'un système, et une fois que ça se retourne contre soi, de devenir le grand dénonciateur de ce dernier. C'est un changement de cap, donc quoi qu'il arrive, c'est pas quelque chose de top. Mais après, c'est vraiment sa conviction personnelle. Comme il dit, il s'en fout de la vie des autres. Mais je pense, comme beaucoup, je suis un peu dubitatif. Est-ce que c'est sincère, et combien même ça le soit? Est-ce que c'est pas un peu opportuniste? C'est-à-dire, mais bon, ceci dit, le gars est vraiment dans la merde et il a rien à prouver. Donc je respecte son parcours, et quoi qu'il arrive, de toute façon,
Il aura le droit, mais c'est juste que c'est pas le meilleur profil pour ensuite devenir le grand dénonciateur d'un système. Mais bon, c'est juste une parenthèse et voilà. Ça on avait vu. Phil qui laissait un lien. Ah, Laurent Lafitte qui va sortir un film a priori. Non mais je crois que c'est des conneries en fait. Moi DSK, milliardaire, maître du monde. Une comédie de Paul Pognon. Ouais non c'est des conneries. Ok. Ça on avait vu. La presse américaine indique que DSK va leverager, faire levier sur ses compétences et son carnet d'adresses pour créer un macro hedge fund, un macro hedge fund, d'accord. C'est où que tu as vu ça? Oui. DSK va créer un macro hedge fund. DSK va créer un macro hedge fund de 2 milliards de dollars. Putain, mais c'est vraiment un putain de faux. Enfin, putain de merde. Soi-disant ex-socialiste, mais c'est chaud. C'est chaud. Ouais. 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 Putain. Bref. Je vais le partager sur Twitter, c'est intéressant. Toujours vendeur sur mon cap, très légèrement négatif. On va voir si je peux terminer avec un profit. Ok. Bon, on continue à prendre de l'info, voir ce qui s'est dit et publié ce jour. Tiens, une vidéo qui s'appelait Wall Street Insider du côté de dailyfx.fr. On va voir si c'est... On va voir sur quoi ça repose. Le terme est alléchant. On va voir le contenu. La vidéo est longue à se lancer. Ça va partir à mon avis. Je vais avancer un peu. Vous visualisez mon écran, donc là l'avertissement légal, il y a une petite molette du son attachée à la salle de trading qui se trouve donc directement sur la page et vous accédez à mon écran. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement. Vous avez déjà eu 2 points de marché depuis ce matin. Alors, on dit que le son est trop faible, n'hésitez pas à le monter chez vous, je l'augmente un poil, voilà, c'est bon, hein. Trop faible? Ok, alors attendez, j'ajuste rapidement. Ah, c'est mieux comme ça? C'est parfait. Ok, bon, ça doit mieux fonctionner maintenant. On est bien là, hein. Impeccable, on est parfait, allez, perdons pas davantage de temps, maintenant vous m'entendez. Alors, vous avez déjà eu 2 points de marché depuis ce matin. Avec Nicolas, avec Adrien, donc Adrien à 9h15, Nicolas à 11h. Bon, ils ont fait un beau tour, un beau panorama de ce qu'on pense hein, chez dailyfx. Alors c'est une semaine particulière parce que il y a plusieurs conférences, notamment donc Nicolas qui part à Athènes. Pour ma part, je serai à Bordeaux mercredi, vous le savez, donc à l'école de commerce INGESUP.
pour un point de marché qui aura lieu mercredi après-midi, mercredi 26 mars. Et puis enfin, vendredi et samedi prochain, nous serons donc au salon de l'analyse technique, présent donc toute l'équipe FXM d'AliFX, avec aussi un certain nombre d'ateliers qui sont prévus. Cette semaine, elle n'est pas clé sur le plan des indicateurs de conjoncture économique. On a déjà eu beaucoup d'informations puis ce matin, alors je vais revenir dessus et ensuite on parlera d'actifs de marché. Je vais vous parler en gros de quoi? De l'AUD-CHF. Rappelez-vous, c'était je crois vendredi dernier, l'AUD-CHF, on avait proposé une stratégie d'achat sur cassure. Eh bien c'est confirmé, la paire s'envole et clairement donne le point de départ de nouveau plus haut, on va en parler. L'USD CAD, toujours pareil, acheté sur support. L'USD Yen qui pour moi reste sous pression. L'euro dollar avec l'échec sous les 1,40. Alors on est prudent, on intervient sur l'euro dollar au contact de points clés parce que potentiellement, comme l'indiquait Adrian, une divergence haussière cachée pourrait exister. Donc soyons factuels et justement agissons au contact des points sur la paire euro-dollar. On va parler fondamentaux, on va parler des indices à moyen long terme, puisque vous le savez, nous rentrons donc dans une saisonnalité, alors c'est du point de vue des statistiques de performance, qui est clairement défavorable aux actions. Et puis, lorsqu'on regarde des graphiques de long terme, alors soit en chandelier trimestriel ou chandelier mensuel, il y a de quoi avoir un peu peur pour la tendance des prochaines semaines sur les marchés actions. On va aussi en reparler de ce moyen terme, et puis bien sûr, on étudiera des graphiques horaires pour la tendance des toutes prochaines heures. Alors voilà concrètement quel est le topo pour ce point de marché de l'après-midi. À 14h45, les États-Unis vont publier la première lecture de l'indicateur avancé STAR, le PMI, celui que tout le monde regarde pour le mois de mars. On a vu celui de ce matin de la France, je vais vous le montrer, celui de la France qui a fait beaucoup parler. Alors par contre il est sur le mauvais écran, mais là je vais vous le montrer, le voici. C'est beaucoup emballé sur le PMI de la France. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est beaucoup emballé? Parce qu'il a longtemps été le plus faible entre l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Là je ne les ai pas représentés les 4, mais vous avez en tout cas celui de la France. Pourquoi? Parce qu'il restait sous le seuil des 50, et puis sa tendance était souvent divergente de celle qu'on observait en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et puis là donc on a une envolée de cet indicateur avancé en première lecture. Bon, c'est favorable à l'économie française, ça n'a pas non plus été de nature à créer une accélération haussière sur la paire euro-dollar et les indices, et même au contraire, je pense que ça a permis ce matin d'initier des ventes sur la paire euro-dollar. Allez, on évacue ce sujet du PMI français, on aura l'occasion d'en reparler. Le marché s'est surtout focalisé sur ces indicateurs avancés, donc toujours le même, l'indice PMI, mais pour la Chine. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est deux indices PMI industriels chinois. Les deux concernent la même période, le mois de mars, en gros, hein, pour le chiffre actualisé. Hein. Mais il y en a deux. Pourquoi? Vous le savez peut-être, il y a deux PMI qu'on compare pour la Chine, celui proposé par l'État chinois, donc les sources officielles, qui se trouvent en haut, ici, et qui lui, comme vous pouvez le constater, préserve le seuil des 50. Alors on va zoomer dessus, mais vous le constatez ici, malgré la tendance baissière, à chaque fois sur les derniers mois, on parvient à se maintenir sur cet indicateur avancé au-dessus du niveau des 50. Celui qui sépare anticipation optimiste des anticipations pessimistes. C'est important, hein, puisque ce matin, si on a beaucoup parlé du PMI français, même dans les médias anglo-saxons, financiers en tout cas, CNBC notamment, c'est parce que justement il est repassé au-dessus du niveau des 50. Celui de la Chine, selon ses statistiques officielles, reste au-dessus. Par contre, si on étudie le PMI toujours industriel de la Chine, mais cette fois-ci selon HSBC Markit. Alors Markit c'est une société privée, HSBC c'est une banque. Et en gros la banque et la société travaillent ensemble, je pense, pour aller chercher des informations. En gros récolter les données nécessaires à la création d'indicateurs. Et lui aussi suit donc une tendance baissière, c'est la courbe bleue ici, qui est exactement pareil que les données d'État. Sauf que ce dernier, eh bien, lui évolue sous 50 et s'enfonce, d'ailleurs s'en éloigne. Alors c'est ce qui a pu relativement inquiéter les marchés, en tout cas c'est ce qui crée, ça fait partie des indicateurs qui créent de la pression négative sur les actions chinoises depuis le début de l'année. Shanghai doit abandonner 5 ou 6% depuis le début de l'année, on est loin des moins 20 des actions russes, mais il y a finalement peu de places boursières des grands pays émergents comme vous voulez, qui sont dans une performance positive depuis le début de l'année. Alors je tenais à commencer par ces graphiques, tout simplement parce que c'est les catalyseurs du jour, et cet indice PMI,
On l'attend maintenant pour les États-Unis à 14h45. Pareil, première estimation pour le mois de mars, et c'est probablement quelque chose qui sera de nature à influencer le marché des changes et aussi les marchés actions, puisque Wall Street ouvre dans 5 minutes. Alors, ne vous habituez pas trop à cette situation, ça va bientôt changer. Ça fait 2 semaines que ça dure, mais l'Europe et la France, nous passons à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche prochain. En clair, à partir du lundi 31 mars, Wall Street ouvrira à nouveau à 15h30. Donc voilà, il va falloir récupérer un peu l'ancien tempo. Et puis surtout, l'émission de l'après-midi chez DailyFX, elle commencera comme avant à 15h15 et non pas à 14h15. Donc ça, c'était pour quelques informations de marché. Alors, ce que je vous propose, on attaque directement sur les paires de devises qui m'intéressent. Il y en a 4. En fait, c'est surtout un retour sur ce qu'on a pu vous proposer vendredi dernier. Je ne vais pas forcément vous reparler des mêmes actifs que Nicolas et Adrian, mais je tiens à revenir sur l'AUD-CHF. Et j'ai envie de tirer en mon chapeau bas à monsieur Romain Cap, qui vous a proposé il y a quelques séances un point sur le franc suisse, avec un panorama de différentes paires en francs suisses, l'USD-CHF notamment, l'Euro-CHF, l'AUD-CHF. On pouvait éventuellement se poser la question d'un biseau descendant sur l'USD-CHF, je suis pas certain, enfin bref, parce que ça implique beaucoup de choses en fait. De parler d'un biseau descendant, ça implique une envolée haussière de l'USD-CHF, et donc un effondrement de la paire euro-dollar. Je pense pas, même si on peut avoir ce type de tendance, même si l'euro-dollar va baisser, je pense pas qu'il s'effondrera. Et donc, lorsque j'avais regardé ces graphiques, il y en avait un qui m'avait sauté aux yeux. Je vous ai déjà montré ça vendredi, mais je vais vous le remontrer. C'était la paire AUD-CHF. Alors d'abord, si elle m'a sauté aux yeux, c'est parce que ça me rappelait ce que faisait l'argent métal au-dessus des 19 $. Ce sont des marchés qui n'ont rien à voir. Il y en a une, c'est une matière première, l'autre, c'est une paire de devises. Mais ce que fait l'AUD-CHF au-dessus des 0,78, c'était exactement ce qu'avait fait l'once d'argent au-dessus des 19 $. On avait une phase de transition latérale sur l'argent au-dessus des 19 $ avec une fausse cassure des 19, une réintégration. On avait travaillé par 2 fois les 19 avant de franchir une oblique baissière et de s'envoler. Et donc ça, c'est ce que je vous proposais sur la UD-CHF vendredi. Eh bien, c'est le même scénario qui se répète. Alors, encore une fois, ces deux actifs n'ont rien à voir, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la configuration graphique, sachant que derrière, c'est des comportements de marché. Et donc voilà, donc la UD-CHF, on pouvait avoir cette anticipation favorable, d'ailleurs qui est liée au dollar australien de manière générale. Mais voilà, donc je vous confirme ce que je vous avais proposé vendredi suite à l'analyse de Romain, une stratégie d'achat à seuil de déclenchement au-dessus des 0,8050, donc un ordre d'achat sur cassure. Vous l'avez peut-être mis, l'ordre c'était quoi? C'était un achat stop 0,8055. Vous êtes peut-être dedans ou pas. On est à 0,8080. La clôture c'est ce soir. Mais si elle est favorable, eh bien la UD-CHF probablement en train d'enregistrer une cassure majeure à la hausse. Sans s'emballer sur les objectifs de cours qui seraient très éloignés des cours. Honnêtement, revoir 0,82, ça me paraît quand même très probable. Donc 0,82, et ça pourrait d'ailleurs être l'objectif de cette espèce de double creux ici sur 0,7850. Alors si vous êtes peut-être déjà dedans avec l'achat stop, si jamais vous n'y êtes pas, vous avez ici clairement de quoi acheter des replis sur support. Alors maintenant le support c'est 0,80, sauf que là forcément on s'envole. Donc ça c'est l'intérêt de l'achat stop. Moi ce qui me gêne avec l'achat stop, c'est qu'on n'a jamais la certitude qu'on sera face à un bon signal, et on peut toujours faire face à une mèche haute. Donc rentrer dans le marché, puis se faire sortir dans la foulée parce que ça retombe. Bon là, le chandelier journalier il est plutôt pas mal. Je vois pas ce qui pourrait faire perdre 100 points à la UD-CHF d'ici ce soir. Donc je suis assez convaincu. Et je pense que lors des prochaines séances, eh bien, le marché va rejoindre, oui, alors déjà il y a une première résistance à 0,8130. Donc là ça fait 50 points qu'on va probablement prendre d'ici la nuit prochaine. Et ensuite 0,82 donc sur cette paire de devises. Donc là le signal est donné et ça va dans le sens de ce qu'ont pu vous dire Nicolas, Adrian sur par exemple l'euro AUD dans les stratégies de vente ou les stratégies d'achat sur la UD USD. Ben celle-là c'en est encore une, et là qui donne vraiment un signal important, puisqu'en fait on est en train de casser une oblique baissière en place depuis avril 2013. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était pour la UD-CHF.
pour le suivi. Dans les autres paires de devises intéressantes, je vais revenir sur l'USD Yen, l'USD CAD et l'euro dollar. Alors on va passer pour ça sur... alors l'USD Yen, on va d'abord le regarder sur l'horizon de temps journalier. Alors bon, là c'est pas gagné. J'avoue, je m'avance un peu en proposant ce type de graphique, à savoir un objectif à 99 yens. Mais considérez que c'est un objectif de cours pour le second trimestre, qui va dans le sens de ce que j'attends sur le marché action, c'est-à-dire un CAC à 4000, un DAX à 8006, 8007, voire même 8005. Bien sûr, il faut casser des supports majeurs pour ça, mais je pense qu'un certain nombre de choses se mettent en place. Je vais vous montrer quelques graphiques de long terme, mais sans prendre trop de temps dessus non plus, parce qu'au niveau du timing, je ne sais pas quand est-ce que ça va se mettre en place, mais ce sera courant second trimestre, et puis j'aurai le temps d'en reparler lors d'une conférence qui est prévue. Alors c'est vendredi à 11h30 au salon de l'analyse technique, donc espace Pierre Cardin, c'est à côté de la place de la Concorde, où justement on vous présentera ces prévisions trimestrielles, et puis on vous indiquera l'endroit où aller les télécharger sur le site. Mais en clair, si on a ce type de scénario sur les indices pour le second trimestre, voilà ce qui se passera sur la paire USD Yen. En gros, un retour au moins à 99 yens, ce qui signifierait d'ailleurs que l'oblique de tendance haussière en place depuis février 2013 serait cassé. Et puis derrière, en fait, 99, ce serait qu'une première cible. Ça ne me choquerait pas qu'on aille chercher 97, 80, voire même 96. Et là donc forcément derrière vous avez un S&P 500 qui lui se replie. Mais si on reste factuel, la paire USD Yen, elle est toujours dans un range entre 101 20 et puis là vous avez donc cette résistance à 102,80. On avait tenté de casser par le haut, on a réintégré, mais avant on avait tenté de casser par le bas, on a réintégré. Donc au fond il n'y a pas de signal qui a été donné, on est toujours dans un trading range. Sauf que voilà, moi j'ai cette lecture de correction en 3 temps depuis le rejet sous 105. Le yen japonais il rebondit en 2014, mais ça ne doit pas vous effrayer, sachant qu'il avait perdu je sais plus combien, il avait chuté en 2013, et même s'il retombe à 96, honnêtement c'est pas choquant par rapport à tout ce que la paire USD Yen a pu gagner en 2013. Qu'est-ce qui invaliderait ce scénario sur l'USD Yen? Une cassure des 103,80. Et là c'est fini, on peut peut-être revenir à 105,50. Bon voilà, forcément je me serais trompé quoi. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'USD Yen? C'est agressif. Et ce qu'on peut tenter, c'est vendre les incursions vers 103,30. Vous avez cette ligne de tendance baissière en place là depuis le début de l'année. Elle passe actuellement à 103,30. Donc si le marché va chercher cette zone, vendre avec un stop au-dessus de 103,80. C'est agressif parce qu'il n'y a vraiment pas de signal qui est donné, et puis derrière viser donc un retour sur les 99. Là il y a beaucoup de suppositions, c'est vraiment un scénario global. Pour l'instant Ok, bon, très peu de mouvement sur le câble, je laisse le lien vers la vidéo de Vincent Gann de DailyFX pour ceux que ça intéresse. Toujours vendeur sur mon câble, je cherche un point de sortie et il commence à se faire tard. Je vous laisse le lien. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur le chat écrit? Potentiel Arami baissier formé sur l'euro dollar en M5, toujours short. Attention, je garde un œil puisqu'on a un petit décalage baissier. On revient proche du PRU. Vous surveillez ça avec attention. Alors, un câble très calme. Là, je m'excite un peu parce qu'il se passe rien depuis tout à l'heure. Donc, quelques points, c'est un mouvement, mais sachez qu'il ne se passe absolument rien, qu'il n'y a aucun signal. Dans aucun sens, d'ailleurs, toute la journée a été très calme. Je suis d'ailleurs même content d'avoir fait presque 0,2% aujourd'hui dans un marché aussi calme. D'ailleurs, si je fais le bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pardon. Donc, aujourd'hui. Attends. Voilà. Donc ce matin sur l'eurodoll ça avait un peu bougé à la baisse, on le voit ici en M5, j'avais profité, j'étais sorti au bon moment. Ensuite je crois que j'avais tradé l'accélération baissière sur dollar yen, pareil j'ai gratté 10 points. Au final je suis après 50 points de profit, donc c'est pas mal, et surtout quand on voit le peu de volatilité qu'il y a aujourd'hui.
Les conflits sur Terre ne risquent pas de s'atténuer. C'était ceux-ci qui partagent un lien. Investir.ch. Probablement et malheureusement le graphique le plus important au monde. Donc sur investir.ch, voilà ce que l'on voyait. Énergie à 1. Donc c'était self-sufficient rate, excluding nucléaire. Donc le nucléaire nous permet d'assurer une part de plus en plus importante de l'énergie mondiale. C'est pas ça qu'on voit, en fait c'est par pays, donc on voit qu'il y a des pays qui sont autosuffisants sans avoir besoin de faire recours à des centrales nucléaires. Source Goldman Sachs, ouais. Important dependency on Gazprom. Et c'est un chiffre comparé à l'importance des dépenses en gaz. Je peux bien comprendre ce que ça voulait dire, désolé j'ai pas le temps de tout lire, etc. Ça a l'air intéressant cette étude. Je vais la regarder de plus près tout à l'heure, mais si tu peux nous résumer en gros ce qui s'y dit, ça peut être intéressant ceci. Il va à Athènes, Zéphile. Qu'est-ce qu'il va faire à Athènes? Ça va, ils ont encore des sous alors. Bon, moi, de qui tu parles, Phil, qui a encore des sous? Bon, moi, je laisse tourner mes shorts. Ah oui, tu veux dire, parce qu'ils vont pour des marchés des clients, donc à Athènes, il y a encore des traders. Mes shorts sur l'euro et l'or, je repasserai voir plus tard. Bye les traders. Bonne soirée à 6. Enfin, bonne soirée à toi, Saucic. Alors. Toujours vendeur hein, sur mon câble, je cherche activement un point de sortie. Activement, attentivement, qu'il n'y a pas vraiment d'activité à faire. Actuellement, tiens le point en direct de la salle des marchés de bourse direct qui a été réalisé ce jour, on écoute ça. Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau Duplex Bourse. Lundi 24 mars 2014, on se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec Wall Street qui a clôturé en baisse vendredi soir. Les marchés américains sont inquiets toujours face à la situation en Ukraine. Alors à quoi peut-on s'attendre ? Oui, pour l'instant, on a des futurs américains qui sont en légère hausse. Ceci dit, la fin de semaine a été marquée un peu par la prudence des investisseurs aux États-Unis. La fin de séance s'est terminée en baisse, malgré une belle semaine et un nouveau record sur le S&P qui a touché les 1883,97. Alors Wall Street perd du terrain, la situation en Ukraine est dans toutes les têtes et le ralentissement a également lieu en Asie, c'est bien ça ? Oui, le ralentissement en Chine se confirme avec un indice HSBC, donc de l'activité des grandes entreprises chinoises qui était en repli pour le troisième mois d'affilée et en contraction surtout, sous les 50 à 48,10. Voilà. Ceci dit, ça n'a pas empêché les indices asiatiques de monter parce qu'ils sont confiants dans l'intervention du Premier ministre chinois, enfin du gouvernement chinois, et ce qui a été confirmé par le Premier ministre. On passe maintenant à Paris pour voir comment réagit le CAC. Alors, est-ce que le CAC suit les tendances asiatiques et américaines ce matin ? Un petit peu de prudence, effectivement. Ce matin, on a baissé assez largement. On a vu les moins des 4300 points. On a oscillé autour. Maintenant, on est un petit peu au-dessus, aux alentours de 4312 points. On perd environ 0,50%, mais toujours un peu de prudence. Effectivement, aujourd'hui, il y a eu pas mal d'indicateurs pour la zone euro ce matin, notamment donc une très bonne nouvelle pour la France puisque l'activité dans le secteur privé était positive et repassée en expansion pour la première fois depuis octobre 2013 à 51,6, donc au-dessus des 50, contre 47,9, on peut le rappeler, le mois précédent. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la France. Ceci dit, en Allemagne, les directeurs d'achat manufacturiers ont déçu puisqu'ils sont affaiblis à 54. Ils sont sortis affaiblis à 54 après 55,9 au mois de février dernier. Et comme celui des services qui est sorti à 53,8 contre 54,8 le mois précédent. Donc un petit peu de moins bien pour l'Allemagne et du coup c'est ça qui plombe manifestement un peu les indices toujours en Europe. Enfin, une bonne nouvelle pour la France, tant mieux, on ne va pas s'en féliciter, mais si. Alors, quels sont les supports à surveiller ce matin ? Eh bien, le point important en bas, c'est 4290 points qu'il faut tenir, qu'on a tenu pour l'instant ce matin. Derrière, on pourrait aller chercher 4261 points, 4211, ce serait une accélération forte à la baisse.
En revanche, il y a toujours la cible importante à franchir au-dessus maintenant, qui est 4347 points. Si on arrivait à l'atteindre et à la dépasser, eh bien, on pourrait rejoindre rapidement 4388, 4394, qui est la zone forte, et puis 4410, pourquoi pas au-dessus. Et du côté des résistances, Romain? Et donc, c'était les résistances 4410 au-dessus, notamment. On passe maintenant à l'analyse microéconomique. Les télécoms, tout d'abord. Bouygues a relevé son offre sur SFR. Oui, tout à fait. Donc, un petit point toujours sur ce gros feuilleton, mais qui a son importance énorme. Bouygues a effectivement relevé son offre à 13,15 milliards d'euros, en augmentant notamment la partie cash, puisque c'est ce qui semble intéresser Vivendi. Deadline pour cette offre le 8 avril, alors que les négociations avec Numéricable, elles se termineront le 4 avril prochain. Alors, la deuxième valeur à suivre aujourd'hui, c'est Soitec et le projet de centrale solaire en Californie. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour cette valeur? Eh bien, Soitec, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Le marché accueille bien cette annonce. Le titre prend 4,52% aux alentours de 2,30 €, parce que bien, Soitec confirme la réorientation de son activité vers le point rentable, qui est le photovoltaïque. Et en l'occurrence, cette centrale, elle nécessiterait 2800 modules du photovoltaïque à concentration, le Concentrix, ce qui effectivement plaît au marché pour l'instant. Merci Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous. À demain. Merci beaucoup Jean-François. Très bonne journée. À bientôt. Ok. Donc ça c'est le point réalisé par Décideur TV. Les États-Unis sont confrontés à un immense problème avec leur gaz de schiste, disait Phil. Abondance de gaz de schiste sur les marchés qui aboutit à un effondrement des prix en dessous des prix de production, disait Phil. Comment rentabiliser ces produits? En faisant augmenter la demande, donc en fournissant de nouveaux clients. Oui, mais lesquels? Je suis pas au courant. Ça bouge un petit peu sur les marchés. On voit l'eurodoll ici qui accélère à la hausse, qui est un peu étonnant, enfin accélère, un grand mot, un petit décalage à la hausse. Sur lequel on reste assez stable, on baisse un petit peu. L'euro yen on se remonte aussi, le dollar yen on baisse un peu. À 18h seul, je vais pas tarder à partir moi, mais pour l'instant, je reste attentif à la recherche d'un point de sortie. On a un PMI en Allemagne qui a déçu les marchés ce jour. Du côté du Cascopy TV, on va aller voir s'il y a des publications. C'est un peu long à charger là, je sais pas ce qu'il a. Ok. Toujours vendeur donc sur mon GBP USD. Nordea Market sur la Fed, ça on avait vu, ok. UBS sur le rouble, on avait vu côté également. Calendrier économique de la semaine, on écoute le résumé de Les dernières données sur l'inflation du Royaume-Uni seront publiées mardi et l'équipe de Dukascopy TV va vous présenter beaucoup plus. Je m'appelle Dorian McDermott et je vous présente le calendrier économique. La première publication va apparaître à 9 h du matin et c'est celle de l'indice du climat des affaires IFO de l'Allemagne pour mars. L'indice a surpris à la hausse en février, comme il a atteint son plus haut en plus de 2 ans.
Plusieurs publications sur l'économie britannique en février vont paraître à 9h30, y compris l'indice des prix à la consommation qui est bien surveillé. L'inflation annuelle s'est ralentie en janvier et c'est pour la première fois depuis 2009 qu'elle a glissé au-dessous du taux cible de la Banque d'Angleterre de 2%. Les approbations des prêts hypothécaires seront publiées à la même heure. Les approbations ont enregistré une forte croissance en janvier et sont revenues à leur niveau atteint avant la crise. L'indice des prix à la production a été décevant en janvier, suivant un gain de 0,2% du mois précédent. Les ventes de détail de la CBI du Royaume-Uni pour mars sont prévues pour 11 heures. Les ventes ont bondi en février, comme l'indice a progressé par rapport à 14 du mois précédent. La publication suivante va paraître à 13h GMT et c'est celle de l'indice des prix du logement pour janvier. Les prix du logement ont progressé plus que prévu en décembre, ayant inversé une chute de 0,1% du mois précédent. Deux publications sur l'économie des États-Unis sont attendues à 14 heures et les ventes de logements neufs pour février en sont une. En janvier, les ventes se sont renforcées plus que prévu, ayant atteint leur plus haut depuis juillet 2008. L'indice de la confiance des consommateurs pour mars sera publié à la même heure. L'indice a surpris à la baisse en février, comme il a reculé par rapport à 79,4 du mois précédent. Et la dernière publication est prévue pour 11h50 du soir et c'est celle de l'indice des prix des services aux entreprises du Japon pour février. La croissance annuelle s'est ralentie en janvier par rapport à 1,2% du mois précédent. C'était le calendrier économique pour mardi, le 25 mars. Revenez pour voir notre prochaine révision des événements clés pour mercredi. Au revoir. Ouais, c'était le point réalisé par Dukascopy. Alors, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bilan de la journée, écoute ce point fondamental réalisé par boursier.com. Bonsoir à tous. Le CAC 40 a accentué ses pertes dans le sillage de Wall Street. La semaine démarre sous les 4300 points. Le secteur automobile est sous pression. Renault et Peugeot cèdent plus de 2% ce soir. Du rouge également pour Airbus. La compagnie singapourienne Tiger Air a officialisé cette nuit une commande portant sur 37 A320 Neo avec une option pour 13 appareils additionnels. Et puis BNP Paribas démarre la semaine en baisse. La banque qui tenait aujourd'hui sa journée investisseur vise 10% de rentabilité des fonds propres en 2016. Crédit Agricole progresse à l'inverse grâce au soutien de 2 notes d'analystes, tout comme Soitec après une bonne nouvelle pour ses projets solaires. Le secteur des télécoms reste en vue en ce début de semaine. Bouygues signe un des plus lourds replis du jour sur le CAC 40. Le groupe a précisé vendredi soir que sa nouvelle offre sur SFR, la filiale télécom de Vivendi, courait jusqu'au 8 avril, soit 4 jours après la fin des négociations exclusives entre Vivendi et Numéricable. Selon les informations du Wall Street Journal, Altice, la maison mère de Numéricable, n'envisage pas de modifier son offre pour racheter SFR après la contre-offensive lancée jeudi par Bouygues. Orange recule également ce soir, tout comme Iliad. C'est la fin de ce flash et je vous donne rendez-vous demain matin dès 9h30. C'est le point réalisé par boursier.com, c'est remonté du côté du câble, pénible. Toujours sur le marché, je vais vraiment pas tarder à prendre un point de sortie là. Alors, faut-il investir au Portugal? Tiens, on écoute un point sur le Portugal, qui est un pays européen qui a pas mal souffert ces derniers temps économiquement, dont on a quand même pas mal parlé au moment où c'était Craignos, de la Grèce, et que ça commençait à se propager, et qu'on commençait à beaucoup parler
d'une forte hausse des taux d'emprunt de l'Italie et du Portugal, qui pouvaient être les prochains sur la liste. On va écouter le point de vue de cet analyste fondamental. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue dans les décideurs de l'immobilier. Aujourd'hui, les investisseurs se posent des questions. Où investir ses liquidités? Où placer ses trésoreries? En France, à l'étranger, en Europe? Aujourd'hui, on va parler du Portugal. Pourquoi? Parce que ce pays a pris des mesures depuis le 1er janvier 2013, validées par la Troïka, pour attirer les investisseurs internationaux et les retraités, afin de relancer l'économie locale. J'ai donc le plaisir de recevoir dans les décideurs de l'immobilier une banquière portugaise spécialiste du Portugal. Madalena Sada-Bandeira, bonjour. Vous êtes une banquière à la banque Espírito Santo. Pourriez-vous présenter votre banque? Bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Avec plaisir, je vous présente la banque Espírito Santo, qui est la première banque privée portugaise et aussi la banque la plus ancienne avec 143 années d'histoire. C'est la banque portugaise plus présente dans le monde. Et pour la deuxième année consécutive, on vient de gagner la première place au niveau satisfaction client. Je représente le marché français, donc je suis responsable du marché français. Alors, que pourriez-vous nous dire sur la communauté portugaise dans le monde? La communauté portugaise, pour vous donner une ordre d'idée, je vais vous donner quelques chiffres. Au Portugal, nous sommes 10,4 millions de personnes. Dans le monde, nous sommes 5 millions. En France, 1,2. Et aussi, la langue portugaise est aussi la 5e langue plus parlée dans le monde. La 3e en Europe et la première en Europe du Sud, en Amérique du Sud. Il y en a 267 millions de personnes qui parlent le portugais comme première langue. Alors, pour relancer l'économie, face à la crise et consécutive à la crise de 2008, qui a touché bon nombre de pays européens, le Portugal, validé par la Troïka, a pris des mesures depuis le 1er janvier 2013 en direction des entreprises. Quelles sont-elles? Aujourd'hui, les entreprises au Portugal ont un taux sur ces bénéfices de 23%, avec un horizon à 2018 de 17%. Déjà, cet horizon, pour les premiers 15 000 euros de bénéfices, les entreprises ont déjà ce taux de 17%. Autre mesure, le Portugal a mis pour les holdings, qui exonèrent les bénéfices sur les entreprises qu'elles ont à l'extérieur, à la condition que la holding détienne au moins 5% de droits de vote de ces entreprises. Toutes ces mesures, c'est dans le but d'attirer l'investissement et je suis sûr que... Est-ce que ça va créer des emplois? Ça va créer des emplois, bien sûr, et aujourd'hui le Portugal est une des plateformes les plus intéressantes pour investir. Alors, les particuliers étrangers n'ont pas été oubliés, notamment avec les mesures prises pour les résidents non habituels. Donc, encore une fois, des mesures qui ont été prises par le gouvernement, validées par la Troïka. Quelles sont-elles? Ces mesures sont pour des particuliers, soit étrangers, soit portugais, à la condition que dans les 5 dernières années, ils n'ont pas été imposés au Portugal. Et donc, il faut vivre combien de temps au Portugal pour bénéficier de ces mesures? Il faut vivre au moins 10 années. Et ces mesures sont... ils pourront bénéficier d'un taux de 20% sur les revenus perçus au Portugal et ils sont exonérés pour les revenus perçus à l'étranger, comme dividendes, plus-value immobilier, et pour les retraités, ils sont exonérés sur les retraites privées. Il y a une condition quand même, c'est que ces personnes, quand elles vont vivre au Portugal, elles vivent au moins 183 jours dans l'année et qu'au 31 décembre de chaque année, elles soient locataires ou propriétaires au Portugal. Ces 183 jours, c'est consécutif ou non? Non, ce n'est pas obligatoire que ce soit consécutif, juste la condition du 31 décembre. Et pour justement les personnes qui le regardent, est-ce qu'il y a l'impôt sur la fortune au Portugal ou pas? Non, il n'y a pas d'impôt sur la fortune et il n'y a pas non plus d'impôt sur les
Succession de nations. Exactement, il me manquait le nom. Alors, justement, par rapport à ces mesures attractives fiscalement, la question que j'ai envie de vous poser sur le cadre de vie, est-ce qu'il y a aujourd'hui, au Portugal, eh bien, une attractivité sur la qualité de vie? Est-ce qu'il y a une réelle qualité de vie? On en parle beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Oui, le Portugal, d'abord c'est un pays de l'Europe du Sud, qui est à 2h30 de Paris en avion, donc très proche, qui a 300 jours de soleil par an, avec une luminosité qu'on ne trouve nulle part. C'est aussi la deuxième destination de golf préférée dans le monde. Et c'est un pays qui est très sûr, donc il est classé en 18e place par un organisme indépendant. Le Portugal a aussi un système, ce qui intéresse beaucoup les retraités, de santé moderne et performante, qui a été aussi classé en 12e par le report World Health Report. Donc ça peut attirer les seniors européens et français. Oui, exactement, et même le tourisme de santé. Les Portugais aussi sont des personnes très accueillantes qui parlent plusieurs langues. Notamment le français. Notamment le français. Dans une certaine génération, on parle beaucoup le français. Et le personnel aussi dans les administrations parle le français, ce qui est aussi un avantage. Oui, c'est aussi un avantage. Concrètement, si je vais prendre un café à Lisbonne, combien ça va me coûter? Le coût de la vie, pour vous parler un petit peu, c'est au moins 2 fois moins cher qu'ici en France. Pour répondre à votre question, un café dans une esplanade au Portugal coûte 65 centimes. Une bouteille d'eau coûte 80 centimes. Une allée au cinéma coûte 5 €. Je pourrais vous citer tant d'autres exemples. Donc 2 à 3 fois moins cher, donc qui permettent à la fois aux touristes, mais également aux investisseurs et aux retraités d'avoir un pouvoir d'achat qui est multiplié par 2 ou 3. Voilà. Pourquoi investir dans l'immobilier au Portugal aujourd'hui? Pourquoi investir dans l'immobilier au Portugal aujourd'hui? Le Portugal, au contraire d'autres économies en Europe, comme l'Espagne, et la Grèce, n'a pas eu de bulle spéculative. Donc les prix se sont maintenus très stables. Il y a aussi une grande diversifiée de choix. À la fois, il y a pour tous les budgets. Pour vous donner un exemple, vous pouvez acheter dans le Triangle d'Or à Lisbonne 210 mètres carrés par 720 000 €. En comparaison à Paris, oui. Vous achèterez 50 mètres carrés avec la même somme d'argent au 6e arrondissement. Pour le même budget, on a 4 fois plus grand à Lisbonne. Oui, mais je peux vous dire qu'on n'a pas que la haute gamme, on a des budgets pour tous les... On a des biens pour tous les budgets. On peut acheter à Lisbonne à partir de 200 000 €, un 3 pièces déjà très bien. Et dans le sud, c'est le même budget aussi? Le sud, Algarve, c'est le même budget que Lisbonne et Porto. Alors, justement, par rapport à ces prix qui n'ont rien à voir avec ceux que nous connaissons en France, où doit-on investir dans l'immobilier au Portugal? Je vous diviserai l'investissement plutôt en 2 choix. Donc, si vous voulez investir plutôt dans le touristique et avec un retour saisonnier, là, forcément, je vous parle de l'Algarve. Si vous voulez investir dans un investissement plutôt résidentiel et avec des revenus dans l'année, là, je vous parle bien sûr de Lisbonne et Porto. Alors, justement, par rapport à tout cet environnement attractif fiscalement et au niveau immobilier, l'investissement locatif est-il réellement intéressant aujourd'hui au Portugal? Est-ce que depuis la crise de 2008, il y a un retour et une demande importante, notamment des Portugais, pour être plutôt locataires que propriétaires? L'investissement locatif au Portugal, c'est aussi une des mesures que le gouvernement a pris, validées par la Troïka, dans le sens d'incentiver la location. Aujourd'hui, il y a une demande assez grande de biens en location à Lisbonne et à Porto, dans les grandes villes. Vous toucherez comme bénéfice d'un bien locatif à Lisbonne et à Porto, garantie 6% et facilement les 8%. Avec des plus-values éventuellement à la clé sur le long terme. Vous avez réalisé un mini-guide sur le Portugal. Madeleine, comment peut-on se le procurer? On a réalisé un mini-guide du Portugal qui vous donnera plus d'informations que celles que je vous ai citées ici. Vous pouvez le trouver sur le site de la banque www.bes.pt.
www.bos.pt. Madeleine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau des décideurs de l'immobilier. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ce pays qui offre de nombreuses opportunités pour les investisseurs, les retraités, allez sur le site bes.pt. À très bientôt sur les décideurs de l'immobilier. Ouais, putain, faut vraiment que je parte là. Ça me saoule parce qu'on a vraiment pas de direction franche, donc c'est un peu gaspillé que de quitter maintenant. En même temps, je me suis fixé des règles d'absolument sortir tout le temps, toutes mes positions à partir du moment où je quitte l'écran, donc je vais les respecter. Je pense que ça fera pas une grosse différence. C'était une petite journée, dans l'occasion tout le long de la semaine de faire du bénéfice. Ça restera une journée légèrement positive ce jour. Je vais quand même rester encore quelques minutes. Enfin, j'étais trop en retard donc je serai obligé de partir, mais là j'ai encore quelques minutes, c'est acceptable. Si j'arrive à faire un bon point de sortie, tant mieux. Le marché vire au rouge vif, on écoutait le point réalisé par monfinancier.com. Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Le marché parisien a creusé ses pertes aujourd'hui et clôture en forte baisse de 1,36%. Un marché qui ne parvient pas à préserver donc le seuil des 4300 points et qui clôture sous son support des 4280 points à 4276 précisément, pratiquement au plus bas du jour avec à peu près 3,2 milliards échangés. Alors la tendance a été plombée par une série d'indicateurs décevants, à commencer par la Chine ce matin, suivi de l'Allemagne et des États-Unis, des indicateurs donc inférieurs aux attentes qui relancent les inquiétudes quant à la santé de la reprise économique mondiale. Ailleurs en Europe, même tendance, le DAX perd 1,65% et clôture sous les 9200 points. Idem pour l'Eurostoxx qui recule de 1,43%, tandis que Londres parvenait à limiter son repli à moins 0,56%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, les cycliques ont été les principales contributrices à la baisse. Lanterne rouge, Alcatel-Lucent qui chute de 5,7% à 2,70 €, suivi de Renault qui abandonne 3,3%. D'ailleurs, c'est l'ensemble du secteur automobile qui était mal orienté aujourd'hui, à l'image de Valeo et de Faurecia qui redonnent respectivement 4,05 et 3,9%. Puis à noter également Peugeot qui recule de 4,48% à 12,68 €. Autre valeur cyclique, et bien les bancaires bien sûr qui se distinguent donc à la baisse, à l'image de la SocGen, moins 2,87%, AXA, moins 2% également, ou encore BNP qui perd 1,8% à 55,94 €. Seul Crédit Agricole finalement parvient à se hisser dans le vert avec un léger gain de 0,13% 11,23 €, porté par une note positive de la part de Bank of America Merrill Lynch. Les valeurs défensives en revanche ont nettement surperformé la tendance, à l'image de Danone et de Veolia, ex-aequo toutes les deux qui grimpent de 0,74%. Sur le SBF 120, Korian qui a finalisé son rapprochement avec Medica, s'envole de 7,55% à 28,76 €. Et puis sur le marché d'échange, eh bien paradoxalement peu de mouvements malgré la forte volatilité des marchés aujourd'hui. Un euro qui reste stable autour des 1,3786 par rapport au dollar. Il redonne symboliquement 0,09% par rapport au yen à 140,85 yens. Puis même chose du côté... Ok, tout fermé du côté de l'euro-dollar, du CAP, pardon. Bref, petite journée, à peine 0,1% de profit, 0,09% de profit ce jour. C'est une journée positive, mais bon, très moyen. J'espère que demain sera plus mouvementé. En tout cas, statistiquement, on a passé la journée légèrement mouvementée. On a entendu des analystes qui disaient que c'était assez calme théoriquement cette semaine au niveau des annonces macroéconomiques. Mais demain, il y aura des nouvelles par rapport à l'économie américaine. Quand même, le sentiment du consommateur américain à 15 h et les ventes de maisons neuves. Le matin, par rapport à l'économie européenne, on aura l'indice du climat des affaires en Allemagne, indice IFO. Et par rapport à l'économie britannique, l'indice CPI à 10h30, donc à 10h et 10h30, c'est nouvelles européennes. Je suivrai ça. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je vous retrouve demain pour une nouvelle session de trading sur videobourse.fr en direct. À 14h, cette fois je serai à l'heure, mais aujourd'hui je suis vraiment désolé. Même si finalement c'était pas une journée des plus passionnantes. Effectivement, Phil qui avait partagé un lien par rapport aux options vanille avec Georges Castel qui expliquait. Georges Castel qui était le professeur à l'ESLK, effectivement, notamment par exemple de Tarek El Mari ou de Adrien Raymond. Et également d'autres personnes, c'est quand même un bon professeur, il y a beaucoup de gens qui sortent de l'ESLK qui vont dans les salles de marché, notamment la Société Générale. Donc effectivement, le contenu est précieux et avoir son point de vue et avoir des conférences comme il le fait est toujours très intéressant. Bonne soirée à tous, bon trade, à bientôt.
N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube et à consulter les différentes sections du site qui sont mises à jour au quotidien, notamment la partie vidéo. La partie formation, elle reste stable, elle est assez complète, mais je vais ajouter des nouvelles fiches de formation et la mettre à jour prochainement. Et bien sûr, le forum avec des dizaines de messages échangés chaque jour. Ciao!